Souvent, les personnes se disent que c'est insaisissable, alors que nous, on est des êtres remplis de cellules. Enfin, nous ne sommes que des cellules. Ma mission, c'était d'améliorer un vaccin. Et donc, il y avait plusieurs axes d'amélioration. Le projet avait déjà été établi. Et moi, j'y arrivais pour le développement. Cool. Ça, c'est super cool. C'est des échanges avec les équipes qui sont vraiment bien. J'ai travaillé avec des équipes de prod qui étaient passionnées et passionnantes, quoi. Trop bien. Quels ont été tes challenges, tes plus gros challenges en fait pour ton métier Surtout quand on débarque. Hein. D'où est-ce qu'elle vient? Elle est française en plus. À 23 ans, elle veut nous apprendre la vie. On avait déjà fait la peau pour les grands brûlés, des os, etc. Mais là, un organe complet, c'est quand même un truc de ouf. Peut-être que dans 50 ans, on aura au lieu d'avoir besoin de donneurs d'organes, on pourra faire des cœurs, des foies. Ouais. Ça serait une avancée géniale. Soyez curieux. Et puis, si votre boulot ne vous plaît plus ou vous souhaitez vous réinventer, c'est toujours possible. L'épanouissement professionnel réside dans l'art de découvrir ce qui allume la flamme de notre passion, puis de l'entretenir par une croissance continue. Je suis Virginie Dautry, passionnée de développement personnel et professionnel, consultante et entrepreneur dans l'industrie biopharmaceutique, fondatrice de Lifecycle Hub, la première plateforme de formation et de support en ligne destinée à l'industrie des sciences de la vie. Avec Parcours d'experts, je vous propose de rencontrer des acteurs inspirants des secteurs pharma, biotech ou des dispositifs médicaux qui vont partager avec nous le cœur de leur métier et ce qui les fait vibrer. C'est parti. Aujourd'hui, je cède le micro à Mélissa Lemaître, qui est consultante dans l'industrie pharmaceutique et cofondatrice de Lifecycle Hub. Bonjour Charlotte et ravie de t'avoir ici pour ce podcast qui, j'en suis sûre, sera inspirant pour beaucoup de personnes. Je te présente en 2 mots ou un peu plus avant de rentrer dans le vif du sujet, donc corrige-moi si je me trompe. Tu es ingénieur en biotechnologie de formation et ça fait un peu plus de 10 ans que tu travailles dans le pharma où tu t'es spécialisé dans la production des biomolécules et plus précisément dans la validation des procédés de fabrication et la culture cellulaire. Alors on se connaît depuis quelques années maintenant et j'ai eu la chance de travailler avec toi dans une Big Pharma avec un logo orange, si les gens voient un peu à qui on fait allusion. Et je t'avoue que l'une des choses qui m'a toujours impressionnée chez toi, c'est ta grande passion pour ton métier. Alors du coup, j'ai une première question pour toi que j'ai envie de te poser. C'est d'où vient cette passion pour les petites bestioles microscopiques? Déjà, merci pour l'intro. Alors, quand j'étais jeune, je voulais être vétérinaire. Donc vraiment, c'est un métier aussi dans la biologie. Puis j'ai fait un stage chez un véto. Je me suis dit que c'était vraiment pas fait pour moi, que c'était trop triste. Ouais. Les fins de vie, etc. Ouais, du coup, les fins de vie, les cancers. Puis en fait, c'est comme un pédiatre. Tu vois toujours un enfant malade, bah là, tu vois toujours des animaux malades. Et donc, je me suis dit, bon, t'aimes bien la biologie, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Et en France, il y a un parcours avec des classes préparatoires BCPST. Et donc, c'est biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. Et ça mène notamment au concours véto, mais à d'autres concours en agronomie, etc. Et donc, je me suis lancée dans cette prépa en me disant, je ne choisis pas tout de suite. Et tout ce que je sais, c'est que je veux continuer dans la biologie. Et en faisant mes recherches après pour les concours, j'ai vu cette école à Bordeaux spécialisée en biotechnologie et je me suis dit, ça a l'air vachement chouette. Enfin, c'est plein de réflexions, c'est de la biologie, etc. Et après, à l'école, je me suis passionnée pour la culture cellulaire, la microbiologie, parce que je trouve ça génial, c'est du vivant, c'est microscopique, ça mène sa propre vie. Et tous les jours sont différents. Et donc, c'est super intéressant et passionnant. Ouais, tu me disais que tu t'imaginais les petites bestioles comme si c'était des mini-nous et tout ça pour t'imaginer leur comportement. Souvent, les personnes se disent que c'est insaisissable, alors que nous, on est des êtres remplis de cellules. Enfin, nous ne sommes que des cellules. Et donc, par exemple, on a besoin de sucre, les cellules ont besoin de glucose. Les parallèles se font assez facilement quand on commence à imaginer comme ça. Ouais, je t'avoue que ça m'a toujours
Enfin, j'ai toujours été admirative avec toi parce que moi, quand on bossait ensemble, j'avais l'impression que la culture cellulaire, c'était de l'agriculture et que du coup, je me disais, c'est trop chiant parce qu'on fait quelque chose, mais si on refait la même chose une autre fois, ça va peut-être pas forcément marcher. Et moi, j'aime bien les machines, tu vois, j'appuie sur un bouton, ça fait quelque chose. Et là, c'était trop chiant parce que t'as pas toujours le même résultat. Et donc c'est drôle que toi c'est ce qui te passionne et moi c'est ce qui m'énervait. Mais donc heureusement qu'au final on est tous différents pour trouver nos passions et qu'on est tous complémentaires au final. Donc c'est super chouette. Je lisais un article de Nature cette semaine et en fait il y a 70% des scientifiques qui déclarent ne pas savoir reproduire l'expérience d'un autre chercheur. Picobello, et 50% des scientifiques qui ne savent pas reproduire eux-mêmes l'expérience qu'ils ont fait. Donc, c'est là qu'on se dit, mais quand même dans l'industrie pharma, on arrive à avoir des process reproductifs on peut y arriver, quoi. Donc, c'est là où on est trop fort. Quand on comprend... C'est clair. Du coup, je suis un peu curieuse et je me demande quel genre d'étudiante ingénieure tu étais. Plutôt fêtarde, alors moitié fêtarde, et moitié avec mon thé, mon plaid et ma petite série. J'ai bien récupéré. Pas la plus studieuse. J'ai toujours étudié, j'ai toujours écouté en cours. Et j'avais plutôt une bonne mémoire. Et donc je travaillais pas beaucoup à côté. Par contre, j'allais à tous les cours. Ouais. Et du coup, tu me disais que c'était plus en prépa que tu avais plus bûché, etc. Ouais. J'ai bûché pendant 2 ans en prépa. Après, je me suis pas non plus cramée. Hein, mais j'ai beaucoup bossé en prépa et après en école d'ingé, quand on arrive, c'est 3 ans beaucoup plus pisse, ce qui est pas normal en fait. C'est un peu le paradoxe des études françaises, quoi. Ouais, c'est clair. On nous fait cravacher pour les concours, etc. Et puis une fois que tu as l'école que tu veux, après c'est tranquille, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y avait la parité dans l'amphithéâtre ? Est-ce que du coup il y avait une bonne parité entre garçons et filles Alors moi dans ma promo on était 80% de filles et 20% de mecs. Wow. Et il y avait déjà beaucoup de mecs. Parce que sinon ils avaient plus vers 10% de mecs. Donc il n'y avait pas la parité, mais dans le sens inverse à ce qu'on pense, quoi. Ok. Parce que moi, du coup, dans mon école d'ingénieur, c'était vraiment totalement l'inverse. On n'était que même pas 10% de filles. Et du coup, je me demandais si tu avais une théorie ou quoi sur le fait de pourquoi les femmes sont moins attirées par le scientifique, d'après toi. Ouais. Alors moi, ma théorie, c'est que quand on est toute petite et qu'on est une fille, on nous dit qu'on n'est pas faite pour les maths. Et les études d'ingénieur, maths sup, maths spé, c'est souvent beaucoup de maths. Par contre, on ne nous dit pas qu'on est mauvais en biologie. Pourtant, ça reste des sciences. Hein. On se dit que c'est du vivant, on a un aspect maternel peut-être. Voilà, je sais pas ce qui motive les gens à dire ça. Et donc, mes études d'ingénieur biotech, c'est un peu comme la pharmacie. Hein. Il y a beaucoup de pharmaciens hommes et beaucoup de pharmaciennes. Donc, mais je pense que vraiment, cette différence vient des mathématiques, qui pourtant sont abordables par tous, quoi. Ah oui, en tant que femme, on est largement capable de faire pareil que les hommes, quoi. Oui, et puis les hommes aussi, les petits garçons, on leur met une pression de dingue pour qu'ils soient bons en mathématiques. Ils ont le droit de pas être bons non plus. Hein. Exactement, il y en a qui ont le droit d'aimer la poésie. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la production de produits pharmaceutiques après tes études ? Alors, au départ, je me destinais pas du tout à être dans le pharmaceutique. Ce qui me passionnait, c'était la bioremédiation. Vraiment, c'est l'environnement. Donc, la bioremédiation, c'est la dépollution des eaux et des sols par des moyens biologiques. Okay. Donc, l'exemple que j'aime bien citer, imaginez un trottoir rempli de chewing-gum. Vous venez déposer une fine couche de bactéries. En fait, ces bactéries vont digérer le chewing-gum et une fois qu'elles n'ont plus le chewing-gum, elles meurent. C'est un exemple de dépollution et de bioremédiation. Ok, donc comme le continent dans l'océan, là où on pourrait mettre des bactéries qui mangent le plastique. Et c'est super intéressant parce qu'il faut réussir à créer des OGM qui vont mourir une fois qu'il n'y a plus le polluant pour pas non plus totalement déséquilibrer ou alors qui sont déjà dans l'environnement.
Et donc, je me destinais à ça. J'avais trouvé un stage en Inde, à Bombay. Trop bien. Sur ça. J'étais contente, mon stage de fin d'études. Et en fait, la seule femme de l'entreprise qui devait m'encadrer est tombée enceinte. Et donc, ils nous ont décidé d'annuler mon stage en disant « Vous serez la seule femme. On ne le sent pas trop. On connaît l'Inde. C'est vrai qu'il peut y avoir des différences. » Et donc là, un peu par dépit, en fait, j'ai trouvé un stage en recherche et développement en culture cellulaire sur les hautes densités cellulaires. Ok. Et tu aimais déjà la culture cellulaire à cette époque-là ? J'aimais déjà la microbiologie et la culture cellulaire. Je cherchais dans ce domaine-là de base. Et donc je l'ai pris en me disant, en fait ça va quand même être trop chouette, c'est juste l'application finale qui n'est pas la même, mais je suis en R&D, tout va bien se passer, ça va être chouette. Et donc je suis arrivée là, c'était super intéressant. Et vraiment j'ai adoré faire mes cultures moi-même, l'équipe m'a laissé beaucoup de liberté, ils m'ont vraiment bien formée et puis ils m'ont laissé, j'étais toute seule au labo, je faisais mes petits bioréacteurs, parfois il y en avait des contaminés, je me disais oh, tu sais quoi, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Trop bien. Vraiment c'était un univers qui était très, très, très chouette, très épanouissant. Et mon maître de stage adorait partager aussi. Donc hyper inspirant. Ouais, hyper inspirant. Et donc je me suis dit, en fait, je vais rester dans ce domaine parce que c'est sans fin. Par contre, je me suis dit que j'allais pas rester dans la recherche parce que j'avais pas du tout la patience. Donc la patience de faire d'avoir le résultat Ouais, parfois moi j'ai travaillé pendant 6-7 mois. C'est rien, hein mais j'ai pas eu le résultat escompté, celui que je m'étais fixé. Je me suis dit, 6-7 mois, c'est quand même long. 6-7 mois pour au final pas avoir ce que tu veux. Voilà, donc non, je me suis dit que j'étais plus faite pour le développement. Ok. Où là, t'as déjà l'idée et tu n'as plus qu'à la peaufiner, qu'à l'améliorer, qu'à faire le scale-up, etc. Que pour la recherche pure, quoi. Ah, donc c'est comme ça que t'es arrivée là où on s'est connus. Donc dans la Big Pharma au logo orange, où du coup t'étais pour optimiser un process de fabrication qui passait d'un procédé complètement manuel à quelque chose de full automatisé. Et donc là, du coup, est-ce que tu veux nous raconter cette expérience-là ? Ouais, alors c'était ma première expérience ma première expérience professionnelle. Donc j'ai commencé en consultance. Et donc ma mission, c'était d'améliorer un vaccin. Et donc il y avait plusieurs axes d'amélioration. Le projet avait déjà été établi et moi j'y arrivais pour le développement. Le premier, c'était d'améliorer la productivité et donc pour ça, on devait passer de CF40 à CF52. Faut écouter la formation. Ça fait un peu de teasing. Donc les Cell Factory, ce sont des supports de culture cellulaire en polystyrène avec 40 plateaux ou 52 plateaux. Donc ça, c'était mon premier objectif. Le deuxième, c'était de passer les cultures cellulaires en système fermé. Et donc, au lieu d'être sous flux laminaire en grade B, d'être sous isolateur en grade A. Donc, avec tous les challenges qu'on avait, avec le temps de décongélation des petites ampoules, etc. L'impact que pouvait avoir le peroxyde sur les cellules, tout ça, il a fallu le vérifier. Donc, j'ai été avec l'équipe spiker, vérifier que si on ajoutait un peu de peroxyde d'hydrogène, au cas où, lors de nos cycles de décontamination, il y en a un peu qui rentrent dans la culture, qui n'ait pas d'impact. C'était vraiment chouette. Ouais, c'était hyper intéressant. Ouais. Et c'était vraiment, en fait, l'objectif global, c'était de trouver des solutions techniques qui puissent être applicables aux cellules, donc aux vivants. Et donc ça, c'était ma première expérience. On était une petite équipe, on était moi, une autre cadre et 2 techniciens. Et en fait, on se soutenait à fond parce qu'on passait nos journées au laboratoire. C'est nous-mêmes qui faisions tout de A à Z, malgré qu'on était dans une big pharma. Fallait pas s'imaginer qu'on était cantonné à une tâche, quoi. Trop bien. Et du coup, cette période-là, t'as vraiment kiffé Ouais. Et c'est un métier très rare, hein. Ouais. Il y en a pas beaucoup, hein, parce que souvent c'est en R. Donc là, la particularité aussi, c'est qu'on était en prod. Donc ce qui était génial, c'est qu'on pouvait parler tout de suite de la faisabilité avec les équipes de prod. Les futurs utilisateurs qui nous faisaient des retours
immédiatement. Et ça, c'est très rare parce que souvent, on est en R&D, on n'est même pas sur le même site. Et puis, on envoie notre projet en production qui se galèrent, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ça. Là, c'était dans le même bâtiment, on avait notre petit labo. C'était vraiment super intéressant, quoi. Parce que généralement, on a les équipes R&D donc, qui vont faire les recherches, etc. On a la prod de l'autre côté. Et on a une équipe qui fait la transition pour qu'on appelle le scale-up, qui permet de monter, d'industrialiser le procédé. Ça, c'est quelque chose qui t'aurait tenté de travailler dans ce genre d'équipe ? Ouais, bah c'est un peu ce que j'avais fait à petite échelle, entre guillemets. Hein. Mais oui, mais les postes sont rares, ils s'arrachent. Ouais, à fond. Mais après cette expérience-là, en fait, ce qu'on m'a proposé, c'était de continuer dans la même équipe, mais de valider ce qu'on avait développé. Et donc, c'est là que j'ai commencé la validation, notamment la validation de single use, un grand sujet. Un grand sujet, ouais. Et ça m'a passionnée aussi. Et ce que j'adorais, c'était d'avoir cette continuité, en fait, d'avoir... ce qu'on avait développé avec l'équipe, on le validait et on l'amenait nous-mêmes jusqu'en production. On a même, une fois que ça a été implémenté, bah, on a fait du suivi, on a fait le service après-vente. C'est... Ouais. Ah, vous avez été sur toutes les problématiques, enfin, résolution de problématiques avec les petits bobos du début. Enfin, au final, parce que quand on met en place quelque chose de complètement nouveau, d'office, il y a des choses qui ne vont pas. Et donc, c'était... Enfin, c'est vrai que c'est une expérience hyper riche, au final. Tu as pu toucher à plein de choses directement, quoi. Et puis, du coup, après, tu es passé au niveau validation des procédés, aussi dans une autre équipe, dans un autre bâtiment. Donc après, je suis devenue expert produit. En culture cellulaire. Je garde la culture cellulaire, ça a toujours été ma ligne en fait depuis le début. Et donc là, mon quotidien a un peu changé parce que mon rôle, c'était d'assurer la qualité du produit et de s'assurer qu'il n'y avait pas de shift. Donc au quotidien, j'allais sur le terrain pour voir avec les équipes comment ça se passait, bien connaître son procédé, c'est vraiment important, c'est ça qui fait qu'on est un bon expert. Si on ne va jamais sur le terrain, qu'on ne sait pas comment les opérateurs manipulent, etc., jamais on peut bien faire. Ouais, ça c'est important, enfin, je trouve que c'est hyper important de le souligner parce qu'il y a énormément de gens qui restent dans les bureaux et qui vont étudier les flux sur les schémas, etc. de prod, mais en fait ils ne passent pas de temps sur le terrain. Ils ne lient pas de lien avec les producteurs, ils n'essayent pas de comprendre pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Et puis au final, dans la culture cellulaire, moi ce que j'avais remarqué, c'est quand même beaucoup de feeling et de toucher. Enfin, il y a les gens qui font certaines choses et c'est de la manière de le faire qui fait que ça fonctionne, et d'autres qui vont essayer de reproduire le même geste et qui ne vont pas y arriver. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que dans ton métier, encore plus que pour d'autres... si tu vas pas sur le terrain pour comprendre les problématiques des gens, ça peut pas fonctionner, quoi. Ouais. Et du coup, tu es passé aussi d'un bâtiment de prod qui avait une certaine technologie avec un autre bâtiment de prod qui... Enfin, pour la culture cellulaire, tu as changé... Donc, je suis passée de cellules adhérentes à cellules en suspension. Okay. Donc, pas du tout la même chose, parce que les cellules en suspension, on est sur des supports à plateau. On était sur des supports à plateau, et de l'autre côté c'était des bioréacteurs, beaucoup plus au niveau de la technologie, beaucoup plus intéressant, quoi. Une toute autre chose. Donc ça, c'était super chouette de retravailler dans ça, parce que je l'avais fait avant en stage à petite échelle, et donc là de le voir dans des bioréacteurs de 600 000 litres, c'est juste trop chouette. Et donc je devais aussi faire tout ce qui est TRA, maîtrise des CPP, des CQA. Donc, TRA, c'est quoi du coup Technical Risk Assessment. Imaginez un grand tableau, toutes vos étapes de prod y sont listées, vraiment étapes détaillées. Hein. Et puis vous cotez l'impact que peut avoir cette étape sur vos CQA. Et donc les CQA, c'est... Critical Quality Attribute, c'est ce qui va être critique, qui va impacter la qualité de votre produit. La pureté, etc. Ok. Et du coup, l'objectif du TRA, ça va être de définir
tous les paramètres, donc définir les CQA et puis après lister tous les paramètres qui vont pouvoir impacter le process, donc définir les paramètres critiques qu'on appelle CPP, Critical Process Parameter, les MPP, Manufacturing Process Parameter, qui là vont plus impacter le rendement parce qu'on est quand même dans une industrie, hein, donc ce qu'on veut c'est produire. Mais ouais, donc c'était le rôle d'expert produit, c'est vraiment de maintenir la qualité du produit en s'assurant que tout changement, etc., n'impacte pas la qualité du produit. Donc on suit le produit, on suit sa vie. S'il y a un change control dessus, on assesse, on vérifie, etc. Ouais. Et donc tout ce qui est analyse de tendance, etc. aussi, pour s'assurer qu'on est reproductible. C'est ça. Top. Et du coup, ta journée type dans ce métier-là, parce que tu disais que dans la version avant, quand tu développais le procédé, tu étais beaucoup au laboratoire, etc. D'ailleurs, souvent quand on dit qu'on travaille dans le pharma, les gens imaginent qu'on est en train de travailler avec des petites souris et leur faire un petit peu de mal. Du coup, est-ce que toi, tu as dû faire ça ou quand tu parlais de labo tout à l'heure, c'était autre chose Non, moi c'était de la culture cellulaire, donc uniquement des cellules. Je suis végétarienne, ça m'aurait fait très mal au cœur de devoir faire mal à des petites souris. Non, donc moi, quand on allait au labo, ce qu'on faisait, c'était les passages cellulaires, les récoltes, etc. Donc passage cellulaire, c'est nos cellules ont atteint une croissance suffisante, un nombre suffisant, et donc donc elles sont dans un milieu. Elles n'ont plus de nutriments, on va dire, elles n'ont plus rien à manger. Et donc, en fait, on vient les repiquer, on vient les réensemencer dans un nouveau support avec du milieu frais, quoi. Ouais, qui est un peu plus grand potentiellement pour qu'elles continuent à se multiplier. C'est ça. C'est vraiment une montée en échelle. Ouais, et du coup, la particularité quand on était ensemble, c'est que du coup, vous faisiez de la culture cellulaire et puis après... vous injectiez le virus pour infecter ces cellules. Parce que c'était le virus qu'on cherchait à produire, en fait. C'est ça, pour les vaccins. Nos petites cellules nous permettaient de produire le virus. C'était un vivant atténué, ouais. Donc, du coup, c'est dingue de se dire qu'on fait de la culture cellulaire pour justement... on les fait se reproduire, etc., pour au final les infecter. Pour qu'elles nous permettent de récolter du virus qui vont servir à sauver des vies derrière, parce qu'au final avec le vaccin qu'on faisait on sauvait quand même des bébés, etc. Quoi. Donc c'est un beau métier au final, c'est trop bien. Et du coup, quand tu étais expert produit, là ta journée type c'était quoi du coup Alors ça dépendait vraiment parce que j'étais aussi en gestion de projet. Donc il y avait toujours une partie terrain qui était moindre, et là c'était plus d'observation. Donc aller sur le terrain pour voir avec les équipes comment ça allait. Dès qu'il y avait une investigation, il fallait tout de suite aller sur le terrain, quoi, pour essayer de comprendre. Un rôle de coach aussi, pour faire en sorte que les gens sur le terrain comprennent vraiment pourquoi ils faisaient les choses et de les former. Ouais, j'avais un petit aspect formation pour ça, pour tout ce qui était produit. Et en fait, dès qu'on va sur le terrain, les personnes sont super intéressées et posent les questions d'elles-mêmes, quoi. Ok, ça c'est cool. Ça c'est super cool, c'est des échanges avec les équipes qui sont vraiment bien. J'ai travaillé avec des équipes de prod qui étaient passionnées et passionnantes, quoi. Trop bien. C'est génial, parce que souvent on dit les producteurs ils comprennent pas ce qu'ils font, etc. On entend souvent râler des gens, les gens de la qualité qui disent ils comprennent pas, ils remplissent pas bien les docs, et au final... moi j'ai pas du tout cette image-là. Les équipes avec lesquelles je bossais, en fait ils comprenaient ce qu'ils faisaient, et quand ils le comprenaient pas, ils râlaient parce que ça voulait dire que le management ou les équipes support n'avaient pas donné les bonnes informations, quoi. D'accord. Donc non, faut... Et ça a été quoi ton plus gros challenge dans ton métier du coup ? Mais j'ai pas fini ma journée. Ah oui, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Donc aller sur le terrain pour comprendre, mais plus avec un rôle d'observateur. Et après c'était quand même beaucoup d'ordinateurs. Okay. Parce que j'avais toute l'écriture des documents, tout ce qui est trending... j'avais les stats. Non, les stats pas trop. Il y avait un département spécialisé. Discussion avec les statisticiens. Ensuite,
ils avaient un rôle de project manager, donc il y avait une grosse partie qui était vraiment liée à ça aussi. Donc ça, c'est de l'animation de tir, de réunion pour avancer sur le planning, comprendre les points de blocage, débloquer, remonter. Voilà. Ouais. Donc assez riche au final et qui demande pas mal de différentes expertises au final. C'est à la coordination, gestion de projet, la partie expertise scientifique de compréhension de ce qui se passe en prod, discussion avec les statisticiens, donc il faut quand même avoir une base de connaissances pour parler la même langue. Tout l'aspect régulatoire aussi, je suppose, avec... la discussion avec les soumissions mises sur le marché, les changements par rapport au dossier de soumission, merde, j'ai perdu le mot. Tu vois, quand on fait les variations. Les variations, on discutait beaucoup avec le RA. Non, c'était vraiment un métier complet. Et la force, parce que c'était une des rares équipes qui était organisée comme ça, parce que les experts produits dans beaucoup de boîtes, et ailleurs dans la boîte où j'étais, ce sont uniquement des gras de papier qui font des TRA, qui mettent à jour, etc. C'est vrai, hein, c'est un peu triste. Mais en fait, mon chef, il avait compris que si l'expert produit regardait à toute la vie du produit, il était beaucoup plus efficient parce qu'il avait une meilleure compréhension et beaucoup plus engagé aussi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on avait des rôles plus variés que... puis en gérant les projets, etc., qui sont liés à ton produit, au final, si tu vois des choses qui changent par rapport aux analyses de tendance, tout de suite, tu vas tilter que c'est potentiellement le projet que tu as implémenté. C'est ça. Donc, et puis c'est malin. Tu es beaucoup plus proactif. Ouais, puis au final, il était quand même malin, ton chef, parce que le fait de donner un peu de variabilité dans le boulot, etc., ça permet aussi de retenir les talents, parce que ça évite que vous vous ennuyiez, quoi. Il a des talents dans son équipe depuis des années, et c'est grâce à ça, quoi. Ouais, c'est génial. Du coup, c'est bon pour ta journée? C'est bon pour ma journée. Quels ont été tes challenges, tes plus gros challenges, en fait, pour ton métier? Au début, c'était vraiment convaincre les personnes de prod. On connaît la courbe du changement et on a d'abord, dès qu'il y a un changement, on est un peu réfractaire. On se dit, est-ce qu'on va vraiment faire ça? On est bien comme on est, pourquoi changer? C'est vrai. Et en fait, passer cette phase, c'est parfois très compliqué, surtout quand on débarque. D'où est-ce qu'elle vient? Elle est française en plus. À 23 ans, elle veut nous apprendre la vie. Et donc c'était plus les convaincre, etc. Et puis voilà, c'est le principal challenge, c'est montrer la valeur ajoutée que peut avoir un projet aux personnes de terrain. Et parfois ça n'a pas de valeur ajoutée, ça va juste leur ajouter de la complexité et on en est désolé, mais on est obligé parce que c'est des requis régulatoires, qualité, EHS, etc. Et donc c'est ça aussi, le plus dur c'était pour ces projets-là, de leur faire comprendre et de leur dire désolé mais en fait on n'a pas de choix, faut y aller. Et dès qu'on leur explique, ils disent ok, on n'a pas de choix. On va le faire. On va le faire parce que ouais. Et le fait d'être une femme, est-ce que c'était un avantage ou plus un inconvénient Mais quand je suis arrivée, l'équipe de prod était essentiellement masculine. C'était un travail très physique. Alors, il y avait un peu des blagues salaces, etc. C'était un peu misogyne. Et puis une fois que que j'étais dans l'équipe, j'ai été très bien intégrée, etc. Ouais. Mais il faut toujours vaincre un peu cette barrière, faire ses preuves. Je ne sais pas si c'est différent pour les hommes ou pas. Il n'y en avait pas à l'époque, on n'était que 2 filles à être arrivées en même temps. Mais en tout cas, dès qu'on commence dans une expérience, il faut faire ses preuves. Il ne faut pas arriver en disant je sais tout. Je sais tout, je suis le meilleur. Pas du tout, on apprend de tout le monde et il faut faire ses preuves, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est un bon point, que même quand on connaît très bien un sujet, au final, quand on arrive dans une nouvelle situation, ça n'empêche qu'on a encore plein de choses à apprendre et que plus on connaît sur un sujet, plus on se rend compte de tout ce qu'on a à apprendre
Et clairement, tout le monde a à apprendre de tout le monde, et même d'un petit jeune de 23 ans qui débarque a des choses à apprendre aux plus vieux, quoi. Donc c'est chouette. Selon toi, quelle soft skill c'est hyper importante quelle soft skill est une vraie force pour travailler dans ta branche? Faut être curieux. Faut être curieux et en même temps un peu rigoureux parce que c'est quand même des sciences, c'est quand même l'univers pharma. Donc la culture cellulaire, ça a un petit côté artistique, un petit côté flou, c'est vrai, hein. Et il faut réussir quand même à le rendre, à mettre nos idées de manière rigoureuse pour faire passer le message. Et curieux, il faut être curieux parce qu'il faut toujours pousser plus loin, que ça soit dans les investigations quand nos cellules ne veulent pas pousser, ou pour un projet, etc. Trouver une technologie. Il y en a plein sur le marché et en fait, si on ne fait pas de la prospection, qu'on ne va pas regarder avec les fournisseurs, on n'a jamais la meilleure technique qui s'applique à nos cellules. Donc ça, c'est important d'être curieux. Ouais, il y a une veille un petit peu du coup scientifique. Est-ce qu'il y a des avancées quand même régulièrement dans ton domaine où du coup il faut rester très fort à lire les articles scientifiques, etc. pour rester à la page? Ouais. En ce moment, c'est la thérapie génique, l'impression de cellules en 3D. L'année dernière, il y a une trachée 100%, imprimée 100% en 3D, donc un organe complet qui a été transplanté chez une sud-coréenne. On avait déjà fait la peau pour les grands brûlés, des os, etc. Mais là, un organe complet, c'est quand même un truc de ouf. Peut-être que dans 50 ans, on aura au lieu d'avoir besoin de donneurs d'organes, on pourra faire des cœurs, des foies. Et ça serait une avancée géniale. Parce que ça va être notre propre ADN en fait, donc il n'y aurait pas de rejet, etc. Il n'y aurait pas de rejet, il y aurait... Non, ça serait vraiment fantastique, quoi. Du coup, on va plus mourir. Il y en a qui font des recherches sur ça. J'en parle dans la formation, il y en a qui font des recherches pour... Ouais. Ils veulent pas mourir. À Hollywood, il y a un taux d'investissement dans ça. Ah oui, tu m'étonnes. Ok, c'est super intéressant en tout cas. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de démarrer ta carrière? En fait, pas grand-chose parce que je suis partie sans préjugés. Vu que je partais dans le secteur de la bioremédiation et de l'environnement, la pharma, c'est quand même totalement différent. Ouais. Et je suis contente de ne pas avoir eu trop de monde qui m'en ait parlé plus que ce qu'on m'avait dit à l'école. Parce que je suis arrivée sans préjugés et ça m'a permis de m'épanouir et de voir ce que j'aimais ou pas, quoi. Ouais, de trouver un peu ta place. Ouais. Et le fait de travailler dans une big pharma, du coup, ça t'a permis d'avoir accès à des postes, des sujets intéressants, etc. Ouais. D'avoir du budget pour faire des projets. Et variés, en fait. Hein, on ne se rend pas compte, mais avec le diplôme d'ingénieur biotech, on peut faire un peu tout, quoi. Et cette big pharma, elle permet et elle laisse sa chance dans différents départements, quoi. Donc, ouais, tout le monde peut trouver son bonheur. Ouais. Et que recommanderais-tu à quelqu'un qui démarre sa carrière? D'y aller sans préjugés et d'avoir quand même un discernement pour le premier poste. Par exemple, moi, quand j'ai commencé en consultance, ils me proposaient tous des missions pour faire que des déviations. Donc les déviations, c'est quand on a un écart par rapport à l'attendu sur nos process de prod. Donc que des missions de déviation, ça veut dire qu'on va faire scribe pendant 1 an, 2 ans. Je me dis, mais je vais pas apprendre en fait sur ce genre de mission. Et puis moi, je savais que je voulais être en culture cellulaire, des déviations de culture cellulaire. On les donne pas à des scribes. Non, on t'aurait pas donné l'opportunité de faire des recherches, etc., d'investiguer, quoi. Et donc je savais déjà que ça me plaisait pas. Et donc j'ai tout de suite dit non et je l'ai fait mettre dans mon contrat que je voulais pas ce genre de mission. Ah ouais, tu l'as mis carrément dans ton contrat. Ouais, je me méfiais. Ouais, j'ai dit, parce que s'ils me trouvent pas la mission que je veux, tant pis, je chercherai ailleurs. Mais donc, faut y aller sans préjugés et puis se dire qu'on va y aller, qu'on va... Ouais, du coup,
de croire en soi aussi au final, et de se dire voilà, je sors de l'école mais je peux apporter des choses parce qu'au final t'avais bien en tête ce que tu voulais et ce que tu voulais pas, donc c'est cool quoi. Est-ce que du coup tu veux nous parler de ce que tu recherches ou pourquoi tu t'es lancé freelance, etc. Parce que donc t'as profité d'un plan pour partir du coup de cette entreprise, et donc tu t'es lancé freelance, et donc est-ce que tu veux nous en parler? Alors, mon compagnon, il est indépendant, il est libraire, et j'aimais beaucoup ces journées où à Noël, je venais toujours l'aider pendant 2-3 semaines, et je trouvais ça trop chouette d'avoir son propre commerce et en fait d'être son propre patron quoi. Et donc, quand il y a eu un plan de départ dans ma boîte, je me suis dit ok, je le prends. Et j'avais comme idée de me lancer dans un salon de thé, parce que j'adore le thé, je pourrais être anglaise, hein. Vous ne me voyez pas, mais j'ai déjà des cheveux. C'est vrai que tu pourrais être typée anglaise. Mais, et donc, je voulais ouvrir un salon de thé, seulement la conjoncture économique actuelle, elle n'est pas du tout favorable. Et donc, ce que je fais, c'est que je suis en train de me reconvertir à moitié temps en libraire, spécialisée BD, donc à la librairie Jeune 2 à Wavre. Et c'est génial parce que avec mon aspect un peu plus project management, etc., j'apporte un nouveau regard sur la librairie. Puis j'étais cliente aussi, donc tu sais ce que tu avais envie j'ai un de peu voir. j'ai un peu la voix du client, etc. Et de l'autre côté, je vais faire des missions dans le pharma parce que j'adore ça quand même, quoi. Ouais, tu veux pas lâcher le scientifique. Ouais, le scientifique, c'est un juste équilibre à trouver. Et voilà. Génial. Tu vas être la seule libraire en culture cellulaire. Peut-être pas. Oui, peut-être pas. Il y en a peut-être qui existent. Mais c'est juste magique, quoi, de se dire, en fait, pourquoi choisir? Choisir, c'est renoncer. Et au final, d'allier tes deux passions et de laisser la place à chacune, c'est vraiment top, quoi. C'est vrai. On va voir si ça marche, mais j'espère. Bon, y a pas de je le sens bien. Ouais, il n'y a pas de raison. Je le sens bien aussi, je t'avoue. Et du coup, pourquoi libraire? Donc, je suppose que c'est parce que ton compagnon est libraire, mais tu as une passion du livre depuis toute petite, du coup. Ouais. Bah, en fait, donc mon projet, c'était d'ouvrir un salon de thé. Je ne l'ai pas mis de côté, hein. Il y a toujours mon business case qui dort un peu, mais depuis toute petite, je passe mon temps avec le nez dans les livres. J'ai beaucoup lu, donc d'abord des romans. Et puis je suis arrivée en Belgique aussi, des BD. Et je rêvais d'avoir un petit salon de thé avec un coin librairie. Et donc mon compagnon a déjà une librairie, je vais pas en ouvrir une autre, ça sert à rien. Et donc je m'étais dit salon de thé. Et donc quand c'était pas possible, je me suis dit il me reste la librairie quand même. Ouais. C'est la moitié de mon rêve. Ouais, puis ça te permet de faire tes armes aussi. Ouais, d'apprendre le métier de commerçante. C'est pas un métier du tout facile parce que en tant qu'ingénieur ou autre, quand quelqu'un vraiment m'embêtait ou autre, je savais lui dire tu me fais chier. Tu me fais chier, t'abuses. Je suis un peu cash en plus et très expressive, donc ça se voyait sur mon visage. Mais le service client, quand il y a quelqu'un qui arrive, il y en a des clients chiants ou autres qui arrivent ou qui sont misogynes, qui me disent même pas bonjour, qui disent bonjour Cédric, bonjour Nicolas, bonjour je suis là aussi, qui répondent pas. Il faudrait savoir rester calme, etc. Et c'est un truc qui s'apprend. Ça doit être dur, ça. Après, il y en a très 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 peu, quand même. Les gens qui lisent de la BD ou qui lisent tout court sont des chouettes personnes. Et au contraire, il y a plus de retours positifs que négatifs. Mais c'est des choses qu'il faut apprendre parce que dans la librairie, c'est un certain type de clientèle qui est très très chouette. Dans un salon de thé, il peut y avoir de tout, quoi. Donc c'est chouette d'apprendre cet aspect-là et bien d'autres encore. La gestion de réseaux sociaux, le marketing. Le marketing. Ouais, ça s'invente pas. Hein. Non.
C'est pas facile. Non, et puis en plus, en tant que scientifique, on est très synthétique. On est, bon voilà, c'est comme ça. Mais non, en fait, il faut aller un peu plus loin. Bah, j'avoue que ma Virginie me dit souvent qu'il faut que je raccourcisse. Tu vois, moi j'ai tendance à trop écrire. Et à chaque fois, quand j'ai des retours sur mes posts LinkedIn et tout ça, les gens me disent ils sont bien, hein, mais ils sont longs quand même. Donc tu vois, du coup, moi c'est l'inverse. Il faut que j'apprenne à synthétiser un peu plus. J'ai peut-être une âme de romancière, je ne sais pas. C'est pour vendre mes livres plus tard. Et du coup, quand tu disais que tu dévorais les livres, c'est quel genre de littérature que tu aimes bien ? Alors, je lisais de tout. Enfin, je lis de tout. Mais ce que j'adore, c'est la fantaisie. C'est vraiment pouvoir m'imaginer dans un autre monde et voyager, quoi. Ouais. Parce que j'adore la littérature, mais j'adore voyager. Je travaille pour voyager. Ouais, c'est vrai que depuis que je te connais, t'as fait des super beaux voyages. Voilà, je pars cet été en Islande avec une tente sur le toit avec mon fils de 2 ans. Ouais. Souhaitez-moi bon courage. Je suis sûre que ça va bien se passer. Hein. Voilà. Mais ouais, il faut pas... Pour une ouverture d'esprit, c'est trop chouette. Ouais. Moi, j'ai toujours en photo la vache écossaise que tu m'avais envoyée. Elle est magnifique. Donc, t'as une âme de photographe aussi. Alors, du coup, on s'approche de la fin du podcast. Et du coup, je vais te donner un petit challenge. Donc, imagine que tu es dans un grand amphithéâtre avec plein de lycéens ou des collégiens, enfin des enfants qui cherchent et qui savent pas trop ce qu'ils vont faire de leur vie plus tard, etc. Et du coup, tu as 30 secondes chrono pour les inspirer pour aller dans ta branche. Donc attends, je lance le chronomètre de 30 secondes et tu me dis quand t'es prête. Top. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà imaginé une cellule, le vivant, essayer de la comprendre. Et ben, c'est ce que fait un ingénieur en biotechnologie. C'est vraiment essayer de comprendre tous ces petits mécanismes microscopiques. Et ça permet d'avoir des journées palpitantes et variées. Vous pouvez être en laboratoire, en production, donc avoir de la présence terrain. Vous êtes aussi derrière votre ordinateur à tout synthétiser. Et tout ça, ça amène des journées trop chouettes. Allez, 34 secondes. Ça passe. Ça passe. Ils m'en tiendront pas rigueur. Non, bah c'est cool. Puis du coup, pour finir, le petit conseil de Charlotte, c'est quoi ton dernier conseil avant de se quitter pour les gens ? Enfin, ta philosophie de vie ou qu'est-ce que tu as envie c'est quoi ton mot de la fin ? Soyez curieux. Et puis, si votre boulot ne vous plaît plus ou vous souhaitez vous réinventer, c'est toujours possible. C'est ça qui est chouette avec un diplôme d'ingénieur ou n'importe quel diplôme, c'est que vous pouvez changer de domaine. Et pas forcément changer de boîte ou quoi que ce soit. Hein. Vous pouvez juste traverser la rue et vous dire ah mais tiens, en fait, je passerais bien QA. Ah mais tiens, je serais bien en production. J'irais bien expert. Ouais, sincèrement, soyez curieux et éclatez-vous. Ouais, c'est important. Merci beaucoup pour ce partage. C'était super intéressant et super chouette. Merci pour ton sourire et ta bonne humeur. Et puis à bientôt pour la rencontre de d'autres experts. À bientôt les amis. Au revoir.